reconstruire après la tempête. Imaginez un oiseau, d'accord, qui se bat, qui est sous une tempête et qui se bat et qui se blesse à un moment donné. Cet oiseau va se poser. Et lorsqu'il va se poser, il va prendre du temps peut-être, mais il va guérir pour pouvoir se relever. Cet oiseau, je suis un oiseau, et plusieurs parmi nous sont des oiseaux ici. Ça veut dire qu'on a vécu des choses, on a traversé des choses qui sont venues nous blesser, peut-être nous mettre à terre pendant un moment, mais on a su s'en relever. Je vais vous raconter mon histoire. Je vais commencer en 99, lorsque je fais le bac, série mathématiques. Je n'étais pas une élève waouh, mais j'étais bonne, j'étais bien. J'avais la moyenne en général. Lorsque je me fixais un objectif, je l'atteignais, sans trop d'efforts, et j'étais OK. Cependant, en 99, lorsque je fais le bac 2, à la Sainte-Marie en série maths, j'échoue au bac. C'était une grosse déception pour moi, mais surtout pour ma mère, parce que je suis enfant unique et elle avait mis trop d'espoir sur moi, beaucoup d'espoir. Mais qu'à cela ne tienne, soutenue par mes parents, on me fait partir au Canada, où je dois faire un cégep, donc c'est un peu comme le lycée. Et du coup, je fais un bac là-bas, donc je fais le cégep et je réussis. Pour moi, c'était un échec pareil. Pourquoi? Parce qu'en échouant à Conakry, je ne suis pas restée affronter cet échec-là à nouveau. Et c'était comme si j'avais fui. Et j'ai fui, je suis allée au Canada, dans des meilleures conditions de vie, même s'il faisait excessivement froid, mais j'étais déjà bien. En famille, donc là, ça va, je réussis le cégep, je vais à l'école des HEC de Montréal, et là, j'y crois encore, je me dis non, c'est bon, tu es encore sur ta trajectoire. J'étudiais je voulais devenir comptable. Ce n'était pas mon choix premier. À la base, moi, je voulais faire de la biochimie, parce que l'idée était pour moi de pouvoir trouver des solutions et changer un peu le monde, en tout cas changer tout ce qui était produit chimique. Mais mon père m'a rassuré que si je décide d'aller à Polytechnique, où j'avais postulé et j'avais réussi mon admission, pour faire des études en ingénierie, il était hors de question qu'à un moment donné, je décide de ne pas continuer. Et Polytechnique, pour ceux qui connaissent un peu Montréal, c'est sur la montagne. Et avec le froid, je me suis découragée. J'ai préféré aller au Hautes-Études commerciales parce que c'était prestigieux pour faire mes études. La troisième année en comptabilité devient complexe et compliquée. Bon, pas parce que je ne suis pas bonne, mais je ne suis pas assez rapide, je ne suis pas assez concentrée. Et puis, je n'ai pas envie de faire d'argent, en fait. Ça ne va pas avec mes valeurs. Et en dernière année, un jour, je suis choquée. Je vous en parle là parce que ça a pris du temps avant que je réalise. C'est devenu des flashs pour moi. En dernière année, on est supposé à un moment donné faire une course, en fait. C'est comme un 4-7, c'est un petit, j'ai envie de dire, déjeuner qui est organisé. Et puis les étudiants rencontrent des employés, des employeurs plutôt, et vous faites un peu une course, vous rencontrez le plus d'employeurs pour pouvoir avoir des stages. Ce jour-là, je me lève, je suis prête, j'ai travaillé, je descends de chez moi, j'attends mon bus, et le bus arrive, et je ne monte pas. Je laisse le bus partir. Je rentre chez moi, je me couche dans mon canapé, et j'attends ma coloc. C'est une amie, on est toujours amies, elle est camerounaise, elle se reconnaîtra certainement. Et elle me demande, mais comment ça s'est passé? C'était excitant, c'était comment? Je lui dis, je ne suis pas allée. Elle dit, mais pourquoi? Je lui dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après ça, j'ai pris une année sabbatique, parce qu'il fallait que je me questionne réellement sur ce que je voulais. Ça a pris 1 an. J'ai fini avec les HEC. J'ai pris une autre année où, cette fois-ci, j'ai payé de ma propre poche pour aller à l'université de Laval, étudier. Et puis, je me suis dit, tiens, je veux faire des études en développement action humanitaire. Parce que oui, je ne veux pas faire d'argent, moi, je veux juste aider les gens, en fait. OK. Je fais mes études là-bas, c'est super, tout se passe bien. Ensuite, je me marie. Je viens en France et je ne trouve pas de boulot. Parce que dans l'humanitaire, on ne trouve pas tant que ça du boulot en France. C'est un peu galère la France, ce n'est pas le Canada. Déjà, en quittant le Canada pour la France, il y avait ce sentiment d'échec aussi qui me suivait en fait. C'est comme si je repliais ou que je revenais sur mes pas. Mais je
suis allée, j'étais OK, quoi. J'avais ce mindset québécois, là, très positif, parce que, veut pas, la ressource est en nous souvent. Et j'avais cette capacité depuis très jeune de ne pas me laisser bousculer par les événements et de toujours voir le bon côté des choses. Donc, on va dire en bon jargon, regarder le verre à moitié plein. Tout le temps. Moi, je suis tout le temps positive. Je suis tout le temps en train de jouer l'avocat du diable. J'arrive en France. Je me dis, bah écoute, tu trouves pas de boulot, c'est pas grave, hein, tu lâches pas l'affaire. Écoute, quand tu faisais HEC, tu as fait un tronc commun. Là-dedans, il y avait ce qu'on appelait la gestion des opérations. Mais vas-y, tu vas faire de la logistique. Et je me bats. Et je travaille là-dedans. Et pendant les 10 dernières années, j'étais chez FEDES. Super, j'aime ce que je fais. C'est pas pire, ça me permet de boucler mes fins de mois. Et puis je me questionne à ce moment-là. Mais pourquoi à chaque fois que tu dois prendre une décision qui te concerne, tu compliques les choses? Pourquoi lorsque tu donnes des conseils, tu sais écouter les autres, tu sais leur parler, tu sais les guider, mais quand il s'agit de toi, tu te tires toujours une balle dans le pied. Tu n'es jamais en train de te flatter. Tu as toujours l'impression que tu as un échec, en fait. Peu importe ce que tu réalises. Pourtant, tu réalises des choses. À ce moment-là, je commence déjà à me questionner sur la psychologie parce que, déjà, un peu plus jeune, j'adorais la psychologie. J'adorais comprendre l'humain. Pour moi, c'est tellement complexe, l'humain. Alors, je me questionnais, je lisais, je me renseignais. Mais je me disais, je ne peux pas faire de la psychologie. Bon, déjà, on va dire que je ne fais que changer de carrière. Mais ensuite, comment je vais expliquer à mes parents qu'après tout l'investissement, moi, au Canada, le temps passé en France, je décide de m'occuper de santé mentale. Et pourtant, autour de moi, il y avait énormément de souffrance. Les gens souffraient. Que ce soit dans ma famille, il y avait des maladies mentales. Je me questionnais, est-ce que c'est héréditaire? Pourquoi eux et pourquoi pas moi? Est-ce que la façon dont j'élève mes enfants aujourd'hui, est-ce que j'élève de la bonne façon mes enfants? Parce qu'entre-temps, j'ai été maman de 3 enfants. Et j'avais mon aîné. Je trouvais qu'on ne se ressemblait pas du tout. Elle ne respecte aucune règle. En fait, selon moi, hein, ça c'est selon moi. Et je trouvais qu'on était très, très, très opposés. Mais ça m'a pris de faire des cours de développement personnel pour réaliser que elle et moi, on était sensiblement pareils. La différence, c'est que la petite fille que j'étais moi, quand on me met des limites, ça ne m'intéresse même pas de les braver, je fuis. Je prends la tangente. Alors qu'elle, elle a cette audace-là, elle essaye. Donc petit à petit, j'ai compris qu'il y a comme un auto-sabotage que je faisais dans tout ce que je réalisais en fait. Et je me suis questionnée, mais pourquoi tu fuis? Pourquoi tout le temps tu fais des détours? Et puis je me suis dit, certainement c'est par peur. Mais peur de quoi? D'échouer? Ouais, j'échoue souvent. Ok, d'accord. Mais comment tu peux faire aujourd'hui pour atteindre ce que tu veux sans fuir? Ou même si tu dois fuir, tu vas fuir un peu plus lentement en fait. En tout cas, il faut que tu essayes d'aller maintenant un pas après l'autre. Je me suis dit, ok, on va essayer de faire des baby steps. Donc, je me lance. Je décide, sans informer mon mari, de prendre des cours pour faire de l'accompagnement. Des cours d'accompagnement en relation d'aide chrétienne. C'est des cours sur 3 ans. Essentiellement, c'est des cours de psychologie. C'est des cours pour venir en aide aux personnes qui se sentent en détresse, qui se sentent en souffrance et qui ont besoin d'échanger. Mais au fond de moi, je sais que c'est important. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose que les personnes vont aimer autour de moi de savoir que je fais. Donc, pendant la première année, je n'en parle pas. Pourquoi? Parce que, 1, j'ai besoin de m'assurer que c'est vraiment ce que je veux faire. 2, je dois être capable d'être convaincante lorsque je vais parler de ce que je suis en train de faire. Donc, je suis mon cours, je prends mes week-ends, je les partage entre les enfants, les exercices, la cuisine et ces cours-là. Alhamdoulilah, après la première année, j'ai la conviction que oui. Écouter des gens, peut-être, tu le faisais déjà. Tu savais ressortir en chaque personne ce qu'il avait de meilleur en lui. Tu ne jugeais pas. Tu étais OK avec. Le faire au quotidien, c'est OK pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai appris à renforcer en fait mes capacités d'écoute. Tout à l'heure,
Aïcha a parlé de l'écoute active. Je ne sais plus si c'est amie active, mais c'était de l'écoute active. C'est apprendre à écouter sans juger l'autre. Mais c'est aussi de l'empathie, avoir de l'empathie. Sortir de ce côté sympathique où quand tu donnes ton opinion, c'est comme si tu te disputais avec l'autre. Non, tu écoutes, tu poses des questions qui permettent à la personne de se remettre peut-être en question ou de voir d'un autre angle et tu avances tranquillement. Et chacun chemine à son rythme. Pourquoi je parle de ça? Comme on a dit, on parle des blessures invisibles. Alors, quelques années après, je suis tombée sur un livre. C'est une Canadienne. Aïe, est-ce que je me rappelais le nom? C'est Lise. Bon, je trouverai le nom. Donc, c'est une Canadienne, thérapeute, qui a écrit un livre sur les 5 blessures, en fait, qui nous empêchent d'être qui nous sommes, en fait. Pourquoi? Ces blessures, en fait, elles sont en nous. Parce que pour certaines, parmi elles, elles sont 5, on naît avec. C'est depuis l'utérus. Il y a la blessure du rejet. C'est cette peur. C'est cette peur de se faire justement rejeter. Et souvent, c'est le parent du même sexe qui nous fait ressentir ce rejet. Et lorsqu'on est face à ce type de blessure, on fait quoi? On fuit. D'accord. La première année où j'ai pris le livre, j'ai plus osé le lire. C'était le premier chapitre, j'ai lu, je me suis arrêtée là. J'ai dit, j'ai pas envie de savoir plus parce que ça faisait remonter beaucoup d'émotions en moi. Et que fait la personne qui fuit? Elle a juste peur de l'échec. Elle a peur de ne pas être assez à la hauteur. Elle a peur d'être jugée. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'elle s'auto-sabote, elle s'auto-critique et elle-même, c'est sa propre perception. Ce n'est pas parce qu'à côté d'elle, on ne la rassure pas. Parce qu'autour de moi, j'ai énormément de personnes qui voyaient le potentiel en moi et qui étaient tout le temps là en train de me dire « Allez, go, vas-y, c'est bon, mais tu es sur la bonne route, c'est bon. » Mon mari est le number one, mon supporter number one. Mais moi, au fond de moi, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Je me dis, mais attends, tu vas devenir thérapeute, coach de vie, et toi-même, tu as des problèmes à gérer tout ça. Tu fais ça comment? Ok, je me dis, d'accord. Déjà, c'est important d'identifier, on va dire, sa blessure. On en a tous. J'ai dit, il y en avait 5, je donne les 5 autres, les 4 autres. Il y a la blessure de l'abandon. Souvent, c'est par le parent de sexe opposé qu'on le ressent. D'accord? Donc, si on est une fille, c'est que lorsqu'on n'a pas souvent papa à côté, ou que lorsqu'on vient vers papa, souvent, il n'a pas notre temps. Et lorsqu'on a la blessure d'abandon, on développe ou on porte un masque de dépendance. Donc, on a besoin tout le temps qu'on nous donne un avis, qu'on nous encourage à aller de l'avant. Chaque personne peut avoir on peut avoir en moyenne jusqu'à 3 blessures, mais elles n'auront pas la même pondération en nous, en fait. Raison pour laquelle moi, j'estime que c'est celle du rejet que j'ai le plus en moi. Il y a la blessure de l'humiliation. Celle-là, en fait, souvent, c'est surtout par rapport au Créateur, on est mal à l'aise. On a l'impression qu'on est honteux de qui on est, en fait, par rapport à Dieu qui nous a créés. Il y a la blessure de la trahison. Lorsqu'on se sent trahi, on fait quoi? On devient contrôlant, hyper vigilant. On check tout ce qu'il y a à côté de nous. On ne fait plus confiance en l'autre. Il y a la blessure de l'injustice. Mais souvent, on fait quoi? On s'auto-flagelle. On est maso. On porte un masque où on est tout le temps en train de s'auto-critiquer, de s'auto-saboter également. Donc, quand vous voyez un peu mon parcours, vous comprendrez que toute ma vie, presque, jusqu'à mes, on va dire, 37 ans, je me suis auto-sabotée. Je ne me faisais pas confiance. Je n'osais pas faire ce qui me plaît. Pourtant, j'avançais. Quand en 2023, je rentre à Conakry, je suis allée me former. J'ai vu que mon employeur allait faire des départs volontaires. Et je me suis dit, c'est le moment pour moi de préparer mon retour à Conakry. Oui, ça se prépare à rentrer au pays. Quand on a des projets, comme disait tout à l'heure une personne, il faut avoir une vision, il faut savoir où tu veux aller. Et là où tu veux aller, il faut commencer à faire des petits pas. Il faut s'organiser pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et je me suis dit, de toute façon, je rentre à Conakry. Comment je fais pour rentrer à Conakry? Est-ce que je vais aller travailler dans la logistique? Je me suis dit non,
hors de question, je veux faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me passionne, quelque chose avec quoi je suis OK. Et ça, c'était la psychothérapie. Oui, j'ai pris des cours, du coup, l'employeur m'a offert une formation en coaching, en thérapie brève, des outils de PNL, je suis praticienne PNL, pas encore maître. Et j'étais contente, je me suis dit super, youpi. Mais arrivé à Conakry, je commence à tâtonner encore. Je marche, je fais des tout petits pas en fait, je n'ose même pas aller de l'avant. Et donc un jour, parce que je me dis, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Je me suis dit, écoute, tu vas ouvrir un cabinet, mais pour ça, il faut que tu fasses un plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est complexe. En fait, je mets toujours beaucoup de choses en place pour que tout soit complexe. Alors que tout le monde me disait, mais lance-toi, vas-y. Je me disais, non, il faut s'organiser. Et puis, j'envoie un petit mot sur Facebook en posant une question, je pense, est-ce qu'il y a des psychologues en Guinée ou un truc comme ça? Parce que je voulais faire mon étude de marché. Et il y a une seule personne qui me répond, Kamara Fatmata. C'est là que je la rencontre. C'est une fille, elle est superbe. C'est un vrai moteur, c'est quelqu'un qui sait booster les gens. Quand je la rencontre, il n'est plus question pour moi de reculer en arrière, bien sûr. Du coup, elle avait un événement avec son ONG Femmes Talent, et elle me convie sur la scène, et devinez c'est quoi le thème que je choisis, ou qu'on m'octroie? C'est oser sortir de sa zone de confort. Je me dis, merde. Je fais OK, bon. Là encore, j'ai hésité, mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, il faut y aller. Elle m'a beaucoup rassurée, tout comme le coach. Et là, je rencontre, je pense, pour la première fois, le coach Tonkara. Et bon, je m'en sors pas si mal, en fait. Pour moi, c'était pas pire, mais pour les autres, c'était OK. J'ai réalisé, en fait, que si j'avais pas pris ce challenge de faire ce forum en un mois, j'aurais jamais su de quoi j'étais capable. Parce qu'au fond de moi, j'y croyais pas. Et pour vous dire, j'y crois toujours pas des fois que je l'ai fait. Et je me dis, mais bravo petite, tu croyais pas là, Dieu t'envoie une belle gifle pour te rappeler que tu es capable de faire des choses et que tu dois faire encore plus confiance en toi. Il faut croire que vous êtes tous capables, chacun de vous a ça en lui, d'accord? Si l'une des personnes est capable d'aller chercher la lune ou les étoiles, c'est que chacun de vous ici est capable de le faire. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter.